Ce soir, on va, je pense, faire un dernier le dernier cours, on pourrait dire le cours de conclusion sur une série de cours qu'on a fait, on a approfondi sur la faute de Adam et Chava. Alors, on a, on va dire, abordé ce sujet-là à travers la joie et on a creusé, on a été assez loin dans l'explication de ce sujet-là. Et là, si vous voulez, on va terminer, ça veut dire on va essayer euh, de reculer et d'avoir une vision globale sur, euh, sur cette histoire. Voilà. On a fait, je crois, 3, 4 cours dessus. On a fait un peu de Iyun. Là, on va ressortir un peu et on va avoir une vision globale pour vraiment, on va dire, de manière un peu plus superficielle, mais essayer de comprendre ce qui s'est passé globalement. Alors, c'est un cours très important euh, pour, euh, pour comprendre notre mode de fonctionnement. Alors, il y a trois, il y a une question, parce que je sais qu'il y en a qui écoutent les cours pour les refaire, mais c'est très dangereux parce que quand on écoute les cours pour les refaire, des fois on oublie ça peut rester comme une information, donc ce genre de cours-là, il faut les prendre pour soi. Parce que ce genre de cours-là, ils sont des clés pour la vie, pour ne pas se tromper de voie et pour réussir son shalom bayit, pour réussir son éducation des enfants, pour réussir sa position vis-à-vis de ses amis, de ses choix. Euh, et je le vois avec le temps, les retours que j'ai, voilà, ça permet de ne pas se tromper. Alors, la question globale, c'est, d'après les textes, le fruit, le fruit, Etz Hadat Tovara, c'est la cause de la mort, la cause des souffrances, la cause des maladies, la cause des soucis de la parnassa. Toutes nos difficultés, toutes nos souffrances proviennent de cette faute. Et c'est aussi la cause de cette espèce d'instabilité qu'on a. Vous voyez, on prend des décisions, on prend des akhlatot, et on ne les tient pas une heure. Vous voyez, vous voyez, on les tient un jour et le lendemain on tombe. Le fait qu'on soit pas stable, le fait qu'on soit, comment dire, qu'on n'arrive pas à tenir dans nos décisions, ça vient aussi de cette faute-là. Où c'est marqué? Alors, voilà, j'ai découvert depuis quelque temps encore un mot bizarre dans cette paracha. Euh, c'est marqué, Dieu il appelle Adam, il lui dit, t'es où? Ayeka, est-ce que est-ce que tu as, après il dit, est-ce que tu as mangé du fruit? Et Adam il répond, c'est la femme que tu m'as donnée, qui est avec moi, qui m'a donné de cet arbre, va ochel, que je mangerai. Va ochel, au pluriel, au futur. On aurait dû dire, mais que j'ai mangé. Moi, c'est marqué que je mangerai. Écoutez bien, et Rava, il répète la même chose. C'est Adam, il a compris que la faute qu'il a fait l'a changé pour l'éternité. Il a compris que l'impact de cette faute a créé chez lui une faiblesse qui est définitive. Okay, voilà. Et cette espèce, ce virus, cette faiblesse qu'on a intégré, on pourrait dire qu'on a avalé à travers ce fruit-là, il démarre ici. Et c'est ce qui fait que on a constamment
bah, notre vie a des hauts et des bas, etc. Voilà, donc, ce serait bien de comprendre, bah, c'est quoi cette histoire qui nous a amené autant de difficultés, quoi, tout. Il faut savoir que cette paracha-là, ce texte-là, il y a beaucoup de commentaires qui le sautent, qui veulent même pas en parler. Voilà, il y a beaucoup de commentaires qui disent, presque, il y en a même, je crois qu'il y a des commentaires qui disent que c'est un machal, c'est un exemple, ça s'est pas réellement passé. Et il y en a d'autres qui ont peur, parce qu'ils ont peur du serpent. Dans les textes, on voit, il y a une espèce d'appréhension. Donc, voilà. Donc, on va essayer on va essayer. Alors, je vous dis, on a fait plusieurs cours dessus et j'en ai déjà fait d'autres avant. Il y a comme un, c'est comme si qu'on nous, c'est comme si qu'on voulait pas qu'on comprenne vraiment. Vous voyez? C'est très drôle, quoi. Vous approchez, vous touchez, mais il y a un côté mystérieux qui reste dans ce sujet-là. Mais on nous donne, au fur et à mesure, une perception nouvelle. Alors, euh, donc, cette fois-ci, j'ai quand même noté le cours, parce qu'il y a beaucoup Comme c'est un cours final, je voudrais euh, le faire bien. Euh, si on veut creuser un peu le sujet, il y a trois questions. En fait, trois questions que. Alors, je ne vous donne pas les références, hein, mais si. En fait, je me suis basé d'un cours qui existe sur Internet aussi. Je vous donne les références après si ceux qui veulent. Vous pourrez le retrouver en hébreu. Moi, j'ai pris ce qui m'intéressait et j'ai zoomé sur des points. Il y a trois questions sur le fruit défendu. Première question, que veut dire que Adam allait devenir intelligent en mangeant le fruit? Il allait découvrir le mal. Mais Adam, qui est l'homme le plus intelligent du monde, d'accord? Comment on peut dire qu'il ne connaissait pas le bien et le mal? Ça ne veut rien dire, quoi. N'importe quel humain connaît le bien et le mal. Donc déjà, quel est le sens de ce fruit, de cette faute? Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Il y avait toute la partie du mal, Adam ne connaissait pas. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout. Que si un homme ne connaît pas le mal, c'est un naïf, c'est un homme, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. C'est quelqu'un qui est un peu malade, quoi, handicapé, mental. Parce que le mal, c'est quand même la moitié ou deux tiers de la vie. Ensuite, euh, deuxième question. Alors, on est tellement habitué qu'on réfléchit même plus. Alors, ça fait très joli, ça fait Euro Disney. Il mange le fruit, il se rend compte qu'il a fauté. Qu'est-ce qu'il fait? Il se rend compte qu'il est nu. La première réaction, euh, Esther, je te répondrai après parce que sinon on va avoir du mal à. Euh, la première réaction qu'il a, il est nu. Il sait qu'il est nu, il a honte. Oui, comment ça se fait que, si vous voulez, la première réaction, elle aurait pu avoir, il a pu avoir 10, 20, 30, 40 choses, quoi. Vous voyez, quelle est l'information qu'on a et qu'est-ce qui s'est passé en fait? En quoi la faute a provoqué ça? Et troisième question, des questions fondamentales, Pshat, encore une fois, ça a tellement de conséquences dans notre vie que si on ne comprend pas ce qui s'est passé, ou alors ça veut dire que l'histoire, c'est une histoire pour enfants à dormir debout, c'est un joli mythe, ou alors ouais, on doit être, si vous voulez, on doit comprendre. C'est qu'est-ce- qu'est-ce- c'est important, c'est pas un cours comme un autre. C'est quelque chose de très important parce que ce qui s'est passé à cette époque-là, en fait, se reproduit tous les jours. C'est au quotidien. Toute notre vie est liée à ça. Troisième question, comment le serpent a réussi à faire tomber Adam? Ils avaient exactement, je crois, entre 3 et 1 heure à tenir
n'ont pas fauté. Parce que le fruit, ils pouvaient le manger Shabbat. Donc, ils ont été créés vendredi. Il restait 3 heures. Et donc, ils auraient pu manger le fruit. Nous, on a des avérotes qui durent toute notre vie. Manger du cochon, c'est toute notre vie. Vous voyez? Adam n'a pas pu tenir 1 heure. Quel a été le secret de la séduction du serpent? Sachant qu'on parle de Adam Arishon, il faut bien comprendre qui était Adam Arishon. Adam Arishon, c'est quand même un homme où on dit qu'il y avait un arabe qui s'appelait Rabbi Bana, juste pour vous montrer qui était Adam Arishon. Rabbi Bana, il avait pris sur lui de déterminer les emplacements des cercueils juifs en Israël, et entre autres dans la ville de Hebron, pour permettre aux Kohanim de marcher sans marcher au-dessus des cercueils, des tombes, voilà, pour ne pas devenir impur. Et donc il allait, il l'encadrait, il faisait des signes où il y avait des cercueils, comme ça les gens ils savaient où ils pouvaient marcher, parce que si on marche au-dessus d'un cercueil, on devient impur. Et à un moment donné, il rentre dans la grotte de Hebron, et alors il y a tout un midrash très joli où il arrive à la grotte d'Abraham, il y a Eliezer, bon, il rentre, il y a Abraham avec Sarah, après il y a la grotte de Yitzhak, après il y a la grotte de Yaakov, et quand il veut rentrer dans la grotte de Adam, on lui dit tu rentres pas là-bas. Tu peux pas regarder le visage de Adam. Alors il a dit comment je fais? Il dit tu vois la tête de le visage, la tombe de Yaakov, le visage de Yaakov. Eh ben Yaakov c'est un reflet de Adam Arishon. Le Diukna chez Yaakov, il est comme celui de Adam. Et donc tu pourras ce que tu vois chez Yaakov, c'est le reflet de Adam. Mais Adam, si tu vois, tu ne peux pas supporter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça demande à une vraie étude. Mais en tous les cas, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils étaient le reflet, en tout cas, Adam, Yitzhak et Yaakov étaient le reflet de Adam après la faute. Okay. Donc, vous voyez, quel a été le secret pour que le serpent puisse faire tomber cet homme-là? Voilà les 3 questions. Alors, comme je vous ai dit, on va pas trop creuser, trop aller profondément parce que dans les autres cours qu'on a fait, on a vraiment creusé. On va avoir une vision globale. Après, si vous mélangez le tout, ça fait quelque chose de consistant. Alors, pour répondre à ces questions, déjà, il faut déjà se poser la question, c'est quoi le fruit défendu? Alors, la pomme, non, on est d'accord. Hein. A priori, la pomme, ça vient du grec mauvais. Le mot pomme vient, donc ça pourrait être là la source de l'erreur. Là, il y a 3 avis. Il y en a qui disent que c'est une figue, un qui dit que c'est euh, Raisin. raisin, et un qui dit que c'est du blé. Après, il y a un autre avis dans la Gemara, sur qui dit que c'est les trogues, mais nous, on va s'intéresser à ces 3-là. Pourquoi ces 3-là? Alors, la figue, c'est parce que on dit que, comme on dit qu'Adam il s'est caché avec la figue, vous voyez, la feuille de figue, alors on dit, bah, pourquoi la Torah elle a besoin de nous préciser avec quoi il s'est caché? C'est pour nous dire qu'il était à côté, il a mangé le fruit défendu, il a ouvert ses yeux, donc il s'est caché avec la feuille qui était à côté. Ça, c'est la raison pour laquelle on dit figue. Mais la question, on sait que la figue n'a aucune qualité d'ouvrir l'esprit. La figue, c'est vous mangez c'est bon, mais point. Donc, deuxième avis, le blé. Pourquoi le blé? Parce que le blé, on dit que un enfant, il dit papa quand il commence à manger le blé. Le blé a une qualité d'ouvrir l'esprit. Date. Ça ouvre le date. Et à Pessah, on dit que ça ouvre papa, Dieu. Hein, le pain qui est matzah, c'est le pain de la croyance, mais le pain normal, ça ouvre l'esprit de l'enfant pour dire papa. Mais le problème du blé, c'est quoi? C'est que c'est pas un arbre, c'est une plante. Et c'est marqué Etzadat, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Alors, il y en a qui te disent avant la faute, etc. Mais c'est Djéved. Donc d'un côté, le blé, ça ouvre l'esprit, mais d'un côté, c'est pas un arbre. Donc troisième avis, le raisin. Quoi le raisin? Le raisin,
on voit que c'est un arbre, la vigne, et en plus de ça, quand on boit un bon verre de vin, on fait une deuxième bracha à Tova Métiv, vous voyez, on dit que ça fait achavat adat, ça élargit l'esprit. Un bon bout de viande, un bon steak, une entrecôte avec un bon verre de vin. Et il y avait des rabbinim, ils ne pouvaient pas étudier la Gemara avant d'avoir ce bon repas. D'accord. Donc on voit que le raisin a les qualités de, en même temps, que c'est un arbre, et en même temps, ça ouvre l'esprit. Et troisième raison pour laquelle le raisin il a été choisi, c'est parce que le raisin, c'est et adat tovara. Si on boit, ça peut nous amener dans des explorations positives, et ça peut aussi nous amener dans des catastrophes. Donc le raisin, il a toutes les qualités requises. Alors, si vous pouvez me poser la question à l'envers, pourquoi on n'a pas commencé directement par le vin, je ne sais pas. Voilà. Alors, euh, mais évidemment que si on prend un peu de temps, on pourrait trouver les raisons. Voilà. Donc, là, et ça, c'est le pchat par rapport aux fruits. Maintenant, on va essayer de comprendre la première question. La première question qu'on va répondre, c'est le résumé de tous les cours qu'on a fait depuis un mois. C'est quand Adam il a mangé le fruit, euh, c'est pas qu'il a découvert une connaissance qu'il ne connaissait pas. Adam, il connaissait tout. Mais la faute a provoqué en lui une proximité avec le mal qui a abouti au fait que chaque seconde qu'il réfléchit, il y a sa conscience et en même temps le mal qui s'associe à ça. C'est-à-dire qu'il n'était plus capable d'analyser quelque chose sans avoir en arrière-plan une pensée la pensée entre guillemets qu'on appelle mal. Voilà. C'est comme si, c'est plus qu'il désirait le mal, mais c'est qu'il a pactisé avec le mal. Le mot da'at, ça veut dire connecté. On n'a pas dit chacham ou bina. Il y a plusieurs thèmes qui définissent la connaissance. Il y a une connaissance lointaine, mais le mot da'at, c'est comme Adam a connu Chava, il s'est relié à elle. La conséquence de la faute, c'est que le mal a pénétré en moi, et c'est le mal qui a le guidon. C'est le mal qui me gère. Et depuis le moment de la faute, à chaque fois que j'analyse quelque chose, je ne peux pas m'empêcher de l'analyser avec cette chose-là qui est rentrée en moi. C'est pactiser avec le mal. C'est pas désirer le mal, c'est pactiser avec. Et c'est ça qu'il dit. Dorénavant, à chaque fois, je mangerai le fruit. Alors, ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, à chaque fois que il nous arrive quelque chose, on analyse la chose de manière égoïste. Et des fois, alors, des fois, c'est surprenant. Voilà. Les gens, ils vous disent quelque chose, tu fais un plat, tu fais un repas, et puis il y a quelqu'un qui arrive, il va manger, tu lui dis, mais tu manges avec nous? Ah non, mais je suis pressé. Mais, vous voyez. Mais en même temps, je ne vais pas prendre. Il y a des exemples tous les jours, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais des fois on est vexé, choqué, surpris par l'égoïsme que peut avoir une autre personne, où toi tu te fatigues pour elle, elle, elle va pas voir le partage en commun, mais ce qu'elle peut en tirer, vous voyez, mais c'est choquant. Mais elle ne se rend pas compte, ou elle se rend compte. Ça, c'est la conséquence du fait défendu. C'est l'ego qui fait que tout d'un coup, l'ego s'invite partout et systématiquement, je souhaite profiter de l'autre, d'abuser de l'autre, de tirer un plaisir de l'autre, de prendre le pouvoir sur l'autre, systématiquement.
Une femme, elle appelle son mari, il lui dit, mais t'es où? Ah, mais je travaille. Il dit, non, mais je t'ai demandé, t'étais où? J'ai envie d'être avec toi. Vous voyez? Mais j'avais envie d'être avec toi ce soir. Ou un enfant qui t'appelle et dit, papa, tu rentres à la maison? Vous voyez? Vous voyez, hop, tout d'un coup, on prend la mouche et hop, on parle de soi. Mais, vous voyez, et là, bon, on ne parle plus. Ça vient de là. Avant la faute, cette idée, elle existait. Mais étranger, comme par exemple, demain, vous voulez chercher un moyen de gagner votre vie. Ben, vous avez des possibilités, mais vous pouvez aussi vendre de la drogue. Vous pouvez aussi voler, vous pouvez tuer. Mais ça ne vous vient pas à l'idée. C'est quelque chose qui existe, mais c'est quelque chose qui ne va pas venir à votre esprit de manière spontanée. Eh ben, on va dire qu'avant la faute, le mal était comme ça. C'était une idée potentielle. Mais après la faute, bam, tout d'un coup, j'analyse tout à travers moi. Le Rambam, il dit, Moreni Bouchim, avant la faute, Adam, il analysait le monde comme quand on parle, est-ce que la Terre, elle est ronde ou carrée? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je suis objectif, ça ne me touche pas. Par contre, il y a ce qu'on appelle la subjectivité. Le vin, est-ce que le vin est bon ou pas? C'est subjectif. C'est bien ou mal, c'est bon ou pas bon. Il y a vrai ou faux, bon ou pas bon. Ben avant la faute, Adam, il analysait le bien et le mal comme est-ce que la lune elle est carrée ou elle est ronde, la terre est ronde ou carrée. Après la faute, tout est devenu subjectif. Qu'est-ce que je gagne? Vous voyez? C'est pas est-ce que avant la faute on disait est-ce que c'est nachon ou pas nachon? Est-ce que c'est juste ou pas juste? Après la faute, on a dit est-ce que ça m'arrange ou ça m'arrange pas? Voilà. Et observez bien tous les problèmes du Shalom Bayit, dans le Khinour, avec les enfants, dans la vie du travail, etc. Plus on est subjectif, plus on a ce côté égoïste qui se met dans ma tête à analyser les choses, d'accord? Et plus en fait je suis touché par la force du mal et toutes les conséquences que ça a. Plus on est objectif, et plus bon, voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant, mais on voit la différence entre les deux. Alors, Donc en fait, avant la faute, on parlait du mal, mais comme quelque chose d'extérieur à soi. exactement. Voilà. Comme si on parlait le métier de voleur. Voilà. Du coup, puisque le mal il est en nous, on pourra plus jamais être objectif. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça qu'on se méfie de la sexualité, on se méfie de la joie, on se méfie de l'argent. Tu vois, après, avant la faute, il y a un changement par rapport à la tsniout. Il y a un changement aussi par rapport à la simra. On a dit que aujourd'hui, on doit être gilou bir ada. Tu vois, on se réjouit, mais avec une forme de crainte, parce que il y a la subjectivité qui est très forte. Donc, comme il y a beaucoup d'énergie dans la joie, eh ben, on ne sait plus la gérer. Pareil, l'argent, on dit qu'on ne peut pas se promener dans le champ d'un ami quand les blés sont pleins. Parce qu'il y a beaucoup, dans l'argent, il y a beaucoup d'énergie, donc on a peur de. Tout ça, c'est pareil. Hein, tu vois, donc la Inara, tout ça, oui. Depuis la faute, il y a, comment dire, il y a eu un changement dans l'être humain qui fait que on est très, très subjectif. Donc, on doit, comment dire, se méfier de soi. C'est clair, on a vu. Avant la faute, les gens devaient être très joyeux tout le temps. Après la faute, on te dit, tu es joyeux à l'intérieur, mais à l'extérieur, contrôle. Tu es humble. Tu as la crainte de Dieu. Pourquoi? À cause de la faute, parce que tu n'es plus fiable. Tu es trop intéressé. Alors, on continue. Ça, c'est le sens de la faute, simplement. Okay, une conscience du moi très forte qui fait que systématiquement, quand j'analyse une situation, je suis toujours présent, je cherche mon intérêt. Maintenant,
deuxième partie, euh, pourquoi on a honte? Alors regardez, il dit qu'en fait, alors, en l'occurrence, là, on parlait de la nudité. Hein, avant la faute, quand Adam et Chava, ils avaient une relation intime, en fait, c'était un acte de reproduction, un acte d'amour, un acte de une mitzvah. Donc c'était magnifique. Mais après la faute, en fait, l'homme et la femme, mais après, en tout cas, l'homme et la femme, on va dire, il y a un ego qui va s'éveiller en soi. Et au moment de cette relation-là, je dis, mais comment je vais tirer profit? Comment je vais prendre du plaisir à ça? Comment je vais essayer d'utiliser la femme pour affirmer mon niveau social? Comment je vais faire qu'à travers mon mariage, je vais pouvoir retrouver un équilibre? Donc, même entre un homme et une femme, on va dire que dans cette relation, il y a mon arrière-pensée qui va essayer de calculer comment, on va dire, profiter de cette relation-là. Euh, bah, chacun avec son caractère, mais en fait, on va dire que c'est plus quelque chose pas de naïf, mais il y a un mot plus juste, voilà, de simple. Il y a un calcul. En fait, j'ai honte que l'autre découvre mon côté égoïste dans ma relation à l'autre. Et donc, on a honte. En fait, la honte qui est née après la faute de manière globale, c'est comme une forme on calcule, comme on sait qu'on calcule tout le temps, par exemple, quelqu'un qui t'invite, tu dis, ah, viens à la maison, au Khaba, tu viens ce soir. Tu vas là-bas, tu es content, tu es invité. Et quand tu arrives là-bas, tu te rends compte qu'en fait, il a besoin de toi pour autre chose. Tu es bon en maths, sa fille avait un devoir. Alors, il a essayé de le faire passer comme ça, mais toi, tu te rends compte. Tu vois? Et je lui dis, ah, tu m'as invité pour ça? Ah non, pas du tout, hop, t'as honte. Voilà. En fait, si vous voulez, quand on dit il s'est habillé, tout d'un coup, on a, si vous voulez, il y a une espèce de gêne de cette espèce de d'égoïsme qui est né après la faute, et j'ai toujours peur que l'autre découvre en fait ce calcul que je fais. D'accord? Ça, c'est la deuxième étape. Par exemple, la prise de parole en public. Vous voyez toutes ces choses-là, tous les complexes qu'on a, vous voyez, toutes ces choses-là, en fait, sont le masque qu'on met à chaque fois quand on est en public ou quand on est avec des gens qu'on ne connaît pas. En fait, c'est que et qu'on connaît ses défauts et qu'on a très très peur que l'autre les découvre, et des fois c'est des choses qui sont rien du tout, hein, ça vient de ça. C'est ce côté où je vais essayer constamment de chercher un intérêt dans les choses. Voilà, ça c'est le deuxième point. Euh, il y avait une fois un rave, il est parti acheter un sefer et le vendeur il lui dit ça vaut 5 euros. Et le rave il dit tu me le fais à 4. Alors le vendeur il dit non, il discute, il négocie. À la fin, le rave il paye 5 euros. Et les élèves ils sortent du magasin, ils disent rave, mais pour un sefer on voit qu'il faut payer. Pourquoi vous avez tellement négocié? Il dit non, parce que si j'aurais payé 5 sans négocier, il serait dit purée, j'aurais pu lui vendre à 6. Là, le fait que je lui ai vendu à 4, négocié à 4, eh ben, à ce moment-là, il est content, il s'est dit je l'ai bien vendu. Vous voyez? C'est-à-dire que l'être humain a, depuis la faute, une espèce d'automatisme, un calcul constant, cette espèce d'ego qui accompagne tout comme un arrière-plan dans on dit un programme qui est en arrière ou devant et qui réfléchit en même temps que nous. Alors, Est-ce que c'est forcément mauvais au final? Parce que ça peut nous faire aussi évoluer au final. Ça nous fait grandir, tu vois ce que je veux dire? oui, Ça, en oui, vérité, oui, c'est mauvais, mais au final, au quotidien, ça nous fait réfléchir, ça nous fait évoluer, ça nous fait grandir. oui, tu as raison. Alors, il y a deux choses. Il y a ce côté égoïste un petit peu, il est bon.
un tout petit peu, on va dire intéressé. Mm. Et quand il est trop fort, quand tu vois un client et que tu vas, euh, tu es censé lui faire son travail dans son intérêt, et que tout d'un coup, tu sais qu'il est faible et que tu calcules en essayant de l'arnaquer, même si tu te dis non, mais qu'à un moment donné, tu as pensé que là, c'est un pigeon, le fait que tu as eu une seconde de cette idée-là possible, pourquoi tu as pensé à ça? Tu imagines que le client, il te voyait penser, mais si le gars, il te dit, mais moi, je lis tes pensées, tu penses ça de moi? Ah non, pardon, j'ai honte. Hein. Mendy, c'est un peu bouleversant parce que, en fait, on se rend compte que tout est faux avec tout le monde tout le temps, quoi. Et que nous les premiers, tu vois, donc Non, mais pas nous les premiers, nous. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien de vrai, quoi. Ouais, bah, exactement. Là, du coup, Alors, tu comprends Enfin, tu t'imagines si on n'avait pas fait ce cours, Mendel? c'est toujours choquant de l'entendre parce que du coup, on fait quoi alors? Euh, déjà, le fait de connaître la maladie, c'est la moitié de la guérison. Non, mais il n'y a pas de guérison là-dessus. Il n'y a pas de Je sais, guérison. Là, c'est Mashiach, la guérison. ah oui, mais Chassidoute, la Hanava, Gilou Bir Hada, la Tzniout, tout ça, c'est sûr. Mais non, c'est vrai que moi, je vois quand les jeunes ils se disputent, ils parlent, tous les sujets qu'ils parlent, ils s'énervent. Vous voyez. Mais je leur dis, mais pour vous montrer qu'on évolue. Je dis, c'est un sujet, pourquoi vous êtes énervé, pourquoi vous vous énervez sur le sujet? Parce qu'en vérité, il y a des gens qui sont plus vieux dans les choules ou quoi, qui sont restés jeunes dans leur tête. En fait, ils mélangent le sujet et leur moi. Vous voyez, tu ne m'as pas répondu, tu n'es pas d'accord avec moi parce que c'est moi qui dis la chose, et dans les joues, ça part en bagarre. Vous voyez, tout ça, c'est exactement le fruit défendu. Et quand des fois tu parles avec quelqu'un et que tu dévoiles son jeu, vous voyez, là, les gens, ils s'énervent, ils se vexent, parce qu'en fait, tout d'un coup, là, ils sont au niveau 2, ils ont honte. Ils ont honte d'avoir été démasqués. Vous voyez, donc, tout d'un coup, la faute du fruit défendu devient, comme il a dit Mendel, évident. Vous voyez, c'est notre quotidien. Maintenant, quand on se travaille, on a moins honte. On a moins honte de dévoiler son jeu parce qu'on essaye d'être de plus en plus sincère, honnête. Et, et donc, on a moins honte et on a. Comment dire, et on essaye très vite de prendre conscience de mon égoïsme. Et quand on en est conscient et qu'on l'a défini, eh ben, c'est plus. Eh ben, on est malade, mais on connaît notre maladie, donc c'est plus simple de le contrôler. Troisième point, on dit comment Adam a pu fauter. Alors, très simple. C'est marqué, le passage il est assez étonnant. La femme a vu que le fruit était bon, était beau et rendait intelligent. Beau pour l'intelligence. Trois termes qui disent c'était beau, mais de quoi on parle? On parle du mal. Pourquoi on insiste tellement pour nous dire que le mal était beau? Parce qu'en vérité, c'est ça le piège du serpent. Au niveau de Adam et Chava, mais en vérité c'est valable pour tout le monde, c'est que le mal, normalement, il devrait être moche. Le mal, ça doit être pas beau. Ça doit être, ouais, ça doit faire. Le mal doit être à l'image de ce qu'il est. Chava, elle s'est fait avoir parce que elle pensait que le mal avait une mauvaise image, et quand elle a vu quelque chose de beau, elle s'est dit ça ne peut pas être mal puisque c'est beau. Pour elle, le mal est pas beau et le bien est beau. Et le serpent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait passer le mal, pas pour du bien, mais pour quelque chose de beau. Et au niveau travail à Damarichon et à leur niveau à eux, en fait, c'est ce qui les a perturbés. Et pour aller plus loin, euh, une des raisons pour laquelle on n'a pas le droit de faire de Shrita Shabbat, d'après un avis, c'est parce que c'est de sauver A. C'est que quand on tue la bête, le sang colore la peau en rouge. Donc, le issour de tuer une bête, c'est pas d'enlever la vie, d'après un avis, c'est le fait de colorer.
comme dans les 39 travaux, on n'a pas le droit de teindre les tissus, eh ben, quand on fait la shrita, on colore. Et le rabbi, il explique à Pi Chassidoute cette idée-là, parce que c'est que le shochet, c'est le Yetzer Hara. Et qu'est-ce qu'on reproche au Yetzer Hara? Parce qu'on dit que quand Mashiach va venir, le Yetzer Hara, il sera reproché. C'est pas de nous avoir poussé à la faute, c'est d'avoir coloré la faute. C'est de nous avoir fait croire que le mauvais est bon. Et ça, c'était pas prévu, entre guillemets, si on pourrait dire, dans son contrat. C'est-à-dire qu'en vérité, quand vous analysez tout le temps, tous les jours, à chaque seconde, alors, on le comprend pour les petits jeunes, mais nous, on oublie en fait que c'est valable pour nous. Quand je dis, ouais, il y a Instagram, des influenceurs, des machins, les garçons, les filles, on te dit, ah, c'est des bêtises. Mais à notre âge, on a été comme ça. On dit, mais papa, c'est peut-être le bien, ça. Okay. Aujourd'hui, on a compris que c'est des ch'teux. Mais à notre niveau, à nous, on se dit, si je fais une petite arnaque ici, je prie plus vite ici, je fréquente je fais un compliment à un gars comme ça, mais, je vais conseiller un client comme ça, je dis, mais c'est assourd, oui, mais c'est beau. C'est-à-dire que c'est le moyen de réussir. C'est sympa, je fréquente des gens riches, je suis considéré par des gens intelligents, j'ai ma place dans un certain monde. Vous voyez, et quand je suis dans ce monde-là, tout d'un coup, c'est beau. D'accord? Donc, si c'est beau, si je me sens bien, c'est que c'est forcément bien. On nous dit, c'est ça le piège du Yetzirah. Le Yetzirah, comment il a fait pour arnaquer Adam et Chava? Alors, au niveau à eux, c'est qu'il a montré une image qui ne représentait pas, le packaging n'était pas adapté à ce qu'il y avait à l'intérieur. Voilà. Donc, et ça, c'est la technique du Yetzirah tout le temps. Okay, on dit que le Yetzirah, quand il vient embêter un juif, il vient habillé en chassid. C'est un tzaddik, il te dit, dors plus le matin, lève-toi dans une heure, comme ça tu vas mieux prier. Tu ne dis pas, il te dit pas, reste dans ton lit parce que tu ne vas pas prier. Ah, si tu bois un café, deux cafés, trois gâteaux avant la tefila, tu papotes avec tes copains avant la tefila, soi-disant devant un page de Mahama, on va mieux prier après. Ouais. Ouais. Donc le Yetzirah, boit de la vodka. Voilà, on a vu une lettre du rabbi encore. Le rabbi disait que on ne doit pas mettre de vodka dans le pharmacane des jeunes. Vous voyez, qu'on voit aujourd'hui, certains rabbinim, ils donnent à boire. Mais vous voyez, c'est pas boire pour te saouler, il boit pour être un grand principe. Donc le Yetzirah, à chaque fois, donc, on va dire, l'arme la plus dangereuse, c'est pas la conscience du mal, c'est l'image qu'à un moment donné, le mal, il te met en face de toi pour t'expliquer que le mal est bien. Elle a vu que le fruit était bon, était beau. Tu bagarres avec ta femme, tu vas dire c'est pour le cridon des enfants, tu vexes quelqu'un parce que c'est pour défendre je ne sais pas quel chita. À chaque fois, chacun à son niveau, on cachérise le mal. C'est quoi la réparation de la faute? À quel moment on a réparé la faute? C'est Yosef Hatzadik. Quand la femme de Potiphar elle est venue voir, elle lui a dit tu dois avoir un enfant de moi parce qu'au niveau des mazalotes, c'est marqué que j'ai vu dans les As qu'on doit avoir des enfants ensemble. Tu as 17 ans, tes frères t'ont trahi, ton pari t'a oublié. Je ne sais pas si c'est marqué ça, mais en tout cas, bon, il pourrait penser à ça. T'es rien, t'es un prisonnier. Moi, je suis une belle femme, mûre, je suis belle, j'ai tout l'argent qu'il faut. Voilà, je suis les plus belles choses qu'il peut avoir pour un esclave. Et on dit, comment il a résisté, Yosef Hatzadik? Il a vu le visage de Yaakov. On dit, c'est quoi? Pourquoi pas Abraham? Pourquoi pas Yitzhak? Et parce que Yaakov, c'était le reflet de Adam, au début, dans Hebron. Et en fait, il a vu, en fait, en voyant Yaakov, son père, qui était à l'image de Adam, et quelque part, son père lui dit, ne retombe pas dans le même piège. Méfie-toi de ce qui est beau. Parce que derrière ce qui est beau, ça peut être monstrueux. Et c'est ça que Yosef il dit, je ne ferai pas ce grand mal-là. Donc Yosef Hatzadik, il a eu, on va dire, là, il est arrivé et c'est Yesod, donc vous voyez, c'est bon Yesod, on sait que c'est
c'est la partie qui correspond à la Brit Mila, donc à la sexualité aussi. Euh, donc, il a réussi donc, à faire le tikkun de Adam et Chava. Il s'est pas, on va dire, fourvoyé euh, par rapport à, à l'aspect, et il a pris la leçon et il s'est attaché à l'information du bien et du mal. Voilà, donc ça c'est la troisième étape, c'est l'outil qu'utilise le mal pour nous faire tomber. Pour terminer, pour en fait terminer comme on fait toujours chez les chassidim, quand on finit un Mahamar, on recommence un petit peu. Parce qu'en réalité, il y a ce même sujet d'Adam et Chava, on pourrait l'aborder différemment, carrément différemment. Mais là, je vais juste l'amorcer et on le fera peut-être dans 10 ans. Un jour, il y avait Rabbi Zushia et son frère, Rabbi Elimelech, donc deux frères, c'était deux grands tzadikim, comme ça, qui voyageaient comme. Bon, il y a plein, ils voyageaient comme deux vagabonds pour faire le travail de leur ego. Il y a plein d'histoires entre eux très profondes. Un jour, Rabbi Elimelech, il dit à Rabbi Zushia, il dit, moi, Zushia, c'est marqué que Adam Arishon, dans lui, avant la faute, il y avait toutes les Neshamot d'Israël. Alors il dit oui. Il dit donc il y avait la tienne aussi dedans. Il dit oui. Alors il lui a dit, Zushia, pourquoi tu as laissé Adam Arishon fauter? Pourquoi tu ne l'as pas empêché de fauter? Alors il lui a dit, parce que si je l'aurais empêché de fauter, jusqu'à maintenant, ils auraient dit, aïe, 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 on a raté quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a derrière la faute? Il dit, donc j'ai laissé fauter pour qu'ils comprennent bien. Donc, quand ils aient conscience que quand tu fautes, qu'est-ce qu'il y a après? Il n'y a rien du tout. Donc ça, c'est le début d'un autre sujet. Est-ce que réellement, Adam et Chava, c'est le début d'un autre cours, hein, mais ce ne sera pas. Est-ce que réellement c'était une faute ou pas? Bon, voilà, messieurs. Donc voilà. Donc je pense qu'on a fini le thème, on a fini le sujet. D'Adam et Chava, ça se finit jamais. Mais voilà. Donc trois points importants. Euh, il f- c'est des sujets qu'il faut, on va dire, se rappeler au quotidien. C'est très important. C'est pas des sujets abstraits. C'est vraiment à notre quotidien pour travailler notre caractère et donc avoir des outils qui nous permettent de ne pas nous tromper, vous voyez, dans la relation aux choses. S'il n'y a pas de questions, le cours est fini. Razak, merci beaucoup.